Bonjour. Voilà, avant qu'on ne présente la table ronde et les ateliers qui vont suivre, je voudrais rapidement vous dire merci et bienvenue parmi nous pour ce moment de réflexion et vous présenter rapidement l'Observatoire des radicalités. Cet observatoire a été mis sur pied après les attentats qui ont eu lieu à Bruxelles et à Zaventem. Et on s'était rendu compte que la lecture de ces phénomènes qui étaient marqués par beaucoup d'émotions manquait parfois la contextualisation et de la nuance. Et on s'est dit ici à Charleroi, à la régionale de Charleroi, de mettre sur pied cet observatoire qui existe depuis 6 ans bientôt et qui a essayé d'analyser plusieurs phénomènes de radicalisation, dont notamment les derniers en date, c'était sur la droite radicale, qui a un lien avec la thématique d'aujourd'hui. Et cet observatoire est conçu comme une instance de réflexion, certes, mais aussi une instance de mémoire qui tient une chronologie des événements de radicalité. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en termes de chronologie des événements, je ne vais prendre que, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps, je ne vais prendre que les événements qui ont eu lieu avec notre thématique durant ce mois de mars, pour vous rendre compte de l'importance d'une réflexion sur ces sujets. Avant le mois de mars, on se rappelle qu'en 2012, dans un discours, le pape Benoît XVI, qui venait de mourir, avait réaffirmé le rôle de la famille traditionnelle, qui, selon lui, était composée essentiellement d'un père et d'une mère. Il proposait par là une vision anthropologique chrétienne qui voit dans la sexualité une composante substantielle de la personnalité. Et il disait même que de son sexe, en effet, la personne humaine tire les caractéristiques qui, sur le plan biologique, psychologique et spirituel, font d'elle un homme ou une femme et conditionnent son insertion dans la société. Et les propos du pape ont été confirmés dernièrement avec le pape François, qui a publié un document, un texte qui s'appelle « Il les créa hommes et femmes », un texte à destination des enseignants dans les écoles catholiques. Et pour rappel, parce que le PowerPoint, finalement, on ne va plus s'en occuper, le 15 mai 2014, avait été organisé à l'ULB un colloque qui s'intitulait « Habemus Gender, déconstruction d'une riposte religieuse ». Et pendant la nuit qui a précédé la tenue de ces colloques, les militants de la section belge Civitas avaient couvert les campus de Solbosch d'autocollants qui prônaient la défense de la famille traditionnelle. Sur ces autocollants, on pouvait lire que « Confierez-vous vos enfants à ces gens-là, non au mariage homo ». Et pourtant, ces colloques avaient pour objectif, primo, d'étudier la genèse et les fondements du discours sur l'idéologie du genre, ainsi que les différents domaines dans lesquels ces discours se manifestent. Donc ça, ces colloques s'est tenu le 15 mai 2014. Et on en arrive à ce mois de mars. Le 3 mars, il y a une représentante républicaine de Géorgie, son nom est Marjorie Taylor Greene, qui a réagi à l'interdiction des drag shows par le gouverneur républicain de l'État de Tennessee. Et qu'est-ce qu'elle disait? Nous en avons assez de spectacles de drag queens dans les écoles, les collèges, les lycées. Dieu nous a créés hommes et femmes à son image et Dieu ne se trompe pas. Voilà. Le 20 mars, donc récemment, 2023,
Federico Mollicone, qui est député du parti Frères d'Italie, a commenté la position du gouvernement italien sur la GPA. Et voilà ce qu'il a dit. La GPA est un délit grave, plus grave que la pédophilie. Et on se rappelle que cette coalition de Meloni, la présidente de la commission, veut mettre fin aux adoptions des enfants nés de la GPA et à l'enregistrement dans l'état civil d'enfants de couples homosexuels nés à l'étranger. Parce que pour Meloni, les enfants ont droit au meilleur, c'est-à-dire à un papa et à une maman. Et le 21 mars récemment, ça se passe non loin de mon pays, en Afrique, en Ouganda, l'Ouganda vient de voter une loi homophobe. À une très large majorité, le Parlement de l'Ouganda a adopté une loi renforçant la criminalisation de l'homosexualité, qui est passible de la prison à vie ou même de la peine de mort. Alors, ça, ce sont quelques événements en rapport avec la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Et il y a aussi quelques statistiques. Rapidement, ces statistiques disent que, moi j'ai pris ces statistiques sur la chaîne Arte, 43 États ne criminalisent pas le droit homosexuel. Mais ces 43 États, tout en ne criminalisant pas, ne font rien pour protéger ces droits-là. Donc l'absence de criminalisation ne signifie pas qu'il n'y a pas d'atteintes à ces droits des homosexuels. Et ils n'en font rien. Et il y a 69 États qui interdisent l'homosexualité par la loi. 11 États qui prévoient la peine de mort pour les homosexuels. En Iran, à Brunei, en Arabie Saoudite, en Mauritanie, au Yémen, au Nigeria et, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Ouganda. Et il convient également de rappeler que les 3 religions monothéistes rejettent les relations non reproductives et condamnent l'acte de sodomie. Même si on peut observer des timides avancées pour les personnes homosexuelles et LGBTQI, dans certains de leurs cultes, ces religions monothéistes sont intransigeantes sur les traitements de l'homosexualité, par exemple. Et il y a le cas de ces 2 pays qu'il convient de rappeler avant qu'on commence nos activités. La Russie, par exemple, interdit formellement dans sa constitution les mariages entre personnes de même sexe. En Russie, la loi dite anti-propagande gay de 2012 pénalise, je cite, la propagande à l'encontre des mineurs concernant les relations sexuelles non traditionnelles, réduisant de fait la liberté d'expression et d'association sans pour autant interdire formellement l'homosexualité. Dans les pratiques judiciaires, politiques et policières en Russie sont très répressives et s'inscrivent dans une représentation d'un Occident qu'il qualifie de menaçant et décadent. C'est ce qu'a rappelé le patriarche orthodoxe russe le 6 mars 2022 pour justifier l'invasion de l'Ukraine. À ses yeux, il s'agirait d'un affrontement civilisationnel dont l'homosexualité est l'un des enjeux. Et le dernier pays que je voulais évoquer, c'est la Pologne. En Pologne, depuis 2019, dans l'Est très catholique, plus d'une centaine de territoires se sont proclamés comme zones libres d'idéologie LGBT. Dans les faits, toute personne qui exhiberait son homosexualité peut se voir refuser l'entrée dans les magasins et les collectivités peuvent couper les subventions à toute initiative pro-LGBT, comme la marche de fierté par exemple. Cette politique a certes été dénoncée par l'Union européenne qui, en rétorsion, a coupé les subventions dans certaines zones de Pologne. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en 2023, être LGBT continue à ne pas aller de soi.
Et notamment, c'est très, très compliqué. Il reste très, très compliqué de ne pas être hétérosexuel. Donc, j'ai voulu présenter ces quelques événements, ces quelques dates autour des événements qui montrent que les droits des personnes LGBTQ ne sont pas respectés, que la théorie du genre, ce qu'ils appellent eux la théorie du genre, tout à l'heure dans nos réflexions, on verra ce qu'il en est au juste, ne continue pas à faire l'unanimité et qu'il convient qu'on s'y attarde. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, pour commencer, on va voir la première présentation qui est par Hilde Coffey, qui est professeure en sciences politiques au département, je vais le lire ici pour ne pas me perdre, Politics, Language and International Studies de l'Université de Bath au Royaume-Uni. Ses intérêts de recherche sont le comportement de vote et le comportement politique de manière générale. Elle fait aussi des recherches sur l'opinion publique, sur la représentation politique. Donc là, on se rapproche plus du sujet d'aujourd'hui. Et le genre et la politique, et en particulier le genre et la droite radicale. Bonjour. Donc je suis Hilde Coffey. Ça fait longtemps que j'ai parlé le français, donc mes excuses si je vais lentement, je dois chercher mes mots. Mais donc je vais parler aujourd'hui du genre et des partis populistes de droite radicale, et surtout sur les électeurs, les représentants et les dirigeants des partis populistes de droite radicale. Oups, ça fait trop vite. Oui, donc quand on parle des partis populistes de droite radicale, on parle souvent dans la lecture de ce qu'on appelle des Männerparteien. En Allemagne, donc ça veut dire des partis dans lesquels les hommes sont, il y a une surreprésentation des hommes. Les partis sont principalement dirigés, représentés et soutenus par des hommes. Et vous voyez la photo, il y avait seulement Le Pen au milieu de la photo. Nous, les autres dirigeants des partis sont des hommes. Donc c'est comme ça qu'on parle souvent des partis populistes de droite radicale. Maintenant, commençons avec les électeurs. Si vous avez une figure qui montre le pourcentage des femmes dans des partis, les partis familles, des familles de partis, et en Europe, entre 1980 et 2018, c'est dans un article qu'on a écrit sur la représentation des femmes dans des partis radicaux populistes en Europe. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que donc, la partie radicale populiste, c'est la ligne bleue. Donc là, on voit que le pourcentage des femmes est le moins quand on compare les différentes familles de partis. La plus haute, c'est la ligne verte, c'est les partis verts. Donc, on voit que, comparé avec les autres familles de partis, les femmes sont le moins entre les électeurs des partis populistes radicaux. Mais on voit aussi que la proportion des femmes est en train d'augmenter à partir des années 2000 et même vers le milieu des années 2010, on voit qu'à la fin, on est très proche des partis chrétiens démocrates en ce qui concerne les femmes, la proportion des femmes dans les électeurs. Comment est-ce qu'on a expliqué la tendance d'avoir beaucoup d'hommes qui votent pour les partis populistes de droite radicale? Une première explication a été la différence de statut professionnel entre les hommes et les femmes. En anglais, on parle de « losers of modernization », donc ce que les hommes fassent beaucoup de compétition avec les immigrants. Conséquence, ils ont des attitudes plus négatives contre les immigrants et ils votent pour les partis populistes radicaux parce que ces partis commencés ne sont pas positifs vis-à-vis de l'immigration et la présence des immigrants.
Aussi une plus grande tendance des hommes à mettre l'accent sur la fermeté de la loi et sur la responsabilité individuelle dans ce qu'on appelle le law and order, ce qu'on voit aussi dans le discours des partis populistes radicaux. Et donc, ça ressemble à la tendance qu'on voit plus entre les hommes comparé avec les femmes. La plus grande participation des femmes aux activités religieuses, et traditionnellement, on a fait un lien entre être les religieuses et voter pour ou ne pas voter, pardon, pour les partis populistes radicaux, aussi parce que alors les femmes votaient plus pour les partis chrétiens démocrates. Une dernière explication qu'on a lu beaucoup, surtout sur qu'on va commencer à vouloir expliquer les succès des partis populistes radicaux, c'est la vision des partis populistes de droite radicale concernant les rôles de genre et la position des femmes dans la société. Donc, certainement des années, quand on voyait que les partis, que leur succès augmentait, et on a commencé à plus en plus rechercher ces partis. On voit qu'il y avait ce rôle très traditionnel pour les femmes en ces partis, la position des femmes dans la société qui était vraiment dans la maison et comme être mère et femme et tout. Mais on a eu des difficultés à expliquer la différence entre les hommes et les femmes. Donc aussi, quand on voit des partis mainstream, on voit que les hommes votent plus pour les partis droites que les partis gauche. Et c'est plus facile à expliquer cette différence qu'à expliquer pourquoi les hommes votent plus pour les partis populistes radicaux que les femmes. D'abord, les femmes n'ont pas nécessairement une attitude plus positive à l'égard des migrants et ne sont pas moins favorables au maintien de law and order. Une explication a été que la situation économique a considérablement changé depuis les premiers travaux sur le succès des partis populistes radicaux. Et maintenant, même dans les femmes qui ont plus de chances de travailler dans le service, là on voit aussi que les conditions de travail ne sont pas toujours faciles, toujours positives, qu'il y a aussi beaucoup de compétition avec des immigrants, etc. Et aussi le lien négatif entre la religiosité et les attitudes à l'égard des migrants a changé et n'est pas ce qu'il était, et qu'on voit aussi que les gens qui votent pour qui sont religieux ont aussi sont devenus plus ethnocentristes que les non-catholiques. C'est surtout de la recherche de Nonna Meyer qui a fait beaucoup de recherches sur le Rassemblement national en France. Et puis certains partis populistes de droite radicale adhèrent à une vision moderne et traditionnelle et ont commencé à lier leur programme anti-islam à la position féministe libérale. Donc on a vu certainement dans certains partis un changement dans les partis concernant la position des femmes dans la société. Et surtout lié sur le discours anti-islam avec, regardez-nous, les pays western, et on est pour l'égalité des femmes. Par contre, l'islam ne veut pas l'égalité des femmes. Et donc, le discours sur les femmes et la position des femmes a changé pas tous, mais certainement dans quelques partis populistes radicales. Mais pourquoi alors, si les explications que j'avais dit, ils ne peuvent pas expliquer la différence, mais si la différence est toujours là, une explication est que les femmes peuvent avoir une aversion plus forte pour les politiques excluant certains groupes, être plus favorables à des politiques de solidarité. C'est la socialisation des femmes qui
qui veut dire que les femmes sont plus favorables à des politiques de solidarité, même si elles ont des attitudes plus négatives contre les immigrants, etc. Ou, je vais dire, aussi négatives que les hommes. Et puis aussi, les femmes ont tendance à trouver les questions liées à l'immigration moins importantes que les hommes. C'est ce qu'on appelle dans la lecture des salience, des certains topics ou de certains issues, que même si on a les mêmes attitudes, on ne va pas les traduire pas si fort pour voter pour les partis, certains partis. Puis, concernant les représentants, ici, je montre le ratio homme-femme dans les membres de Parlement, dans les représentants, et les mêmes aussi pour 1980 jusqu'au 2018. Et là, vous voyez que le populiste radical, c'est la ligne verte qui est le plus haut. Donc, ça veut dire qu'on voit que les hommes sont en général plus représentés comparé avec les autres partis familles. Mais ici aussi, on voit que ça commence à diminuer à partir du milieu des années 2010, qui veut dire qu'on voit de plus en plus de femmes aussi être dans le Parlement national pour les partis populistes radicaux. Et donc, traditionnellement, ces partis sont représentés par des hommes, mais on voit donc, et comme j'ai montré, la représentation a augmenté. On a aussi, dans notre étude, on a recherché pourquoi la représentation des femmes est plus haute dans certains partis populistes radicaux comparé avec les autres. Et on voit qu'il y a une stratégie. Donc, on voit que si les partis sont en train donc leur électorat est déclinant, qui vont mettre plus de femmes afin d'essayer d'attirer des femmes électorales. Donc, ils veulent attirer les électrices pour voter pour leur parti. Et alors, c'est surtout quand quand leur électorat est décliné. Donc, c'est ce qu'on appelle the strategic descriptive representation, c'est d'augmenter le nombre des femmes dans les parlements, dans certains partis radicaux populistes, quand ils gagnent plus de votes et quand on va aussi essayer d'attracter des électrices par mettre plus de femmes dans les parlements, sur les listes des partis. Pour conclure, c'est les dirigeants. Et on parle toujours, les partis populistes radicaux sont des partis qui sont dirigés par des hommes, mais il y a des femmes influentes qui ont dirigé des partis populistes de droite radicale. Et il y a Pia Kjaersgaard de Danemark qui a lancé le Dansk Folkeparti en 1995. Elle était la première femme qui a dirigé une partie populiste de droite radicale de sa fondation. Un autre exemple est aussi Siv Jensen en Norvège, qui a dirigé la partie Fremskrittspartiet norvégien entre 2006 et 2021. Et il y a Marine Le Pen qui a commencé à diriger le Front National, maintenant le Rassemblement National dès 2011. Elle a aussi utilisé une stratégie de normalisation. Elle a changé le discours aussi de sa partie, et on a vu que dans le Front National maintenant, le Rassemblement National, il y a plus donc le nombre des électrices a augmenté, donc il n'y a presque pas de différence
entre les hommes et les femmes et leur chance de voter pour le Rassemblement national. Donc, Nona Mayer en France a vraiment expliqué que la différence entre les genres dans le soutien pour le Front National s'est réduite vraiment à mesure que Marine Le Pen jouait un rôle de premier plan au sein du parti. Donc, pour conclure, je crois qu'on peut dire que ces partis sont principalement dirigés, représentés et soutenus par des hommes, mais il y a certainement des différences entre les partis populistes de droite radicale. Et aussi, ce n'est pas un phénomène propre aux partis populistes de droite radicale. On voit que les hommes, surtout entre les représentants, les femmes sont politiquement sous-représentées dans la plupart des partis et surtout dans les partis droites, pas toujours de l'extrême droite, mais même les mainstream droites, qu'on voit que aussi là, les hommes sont surreprésentés. La question maintenant, ce qu'on est aussi en train de rechercher, c'est que est-ce que les femmes font une différence dans ces partis? Parce qu'on voit qu'il y a une augmentation de la représentation des femmes dans ces partis populistes de droite radicale, mais est-ce que c'est seulement window dressing ou est-ce que substantiellement elles font des différences et elles changent par exemple les policies pour les femmes et donc est-ce qu'on voit les différences substantielles quand il y a plus des femmes dans ces partis? Merci. Merci beaucoup Hilde. Pour ta présentation. Et sans transition, on va passer à François Debras qui va justement parler du discours et plus du contenu. Donc, on a bien fait l'ordre des présentations quand même aujourd'hui. Et donc François Debras, lui de l'Université de Liège, il est professeur associé au Centre d'études démocratie de la faculté de droit, sciences politiques et criminologie à l'Université de Liège. Il est aussi maître assistant à la Haute École Libre Moselle. Et il a écrit sa thèse qu'il a défendue en 2021 sur la démocratie vue par l'extrême droite. Donc en fait, c'est le spécialiste de l'extrême droite, comme vous pouvez le constater. Et comme il va vous l'expliquer en fin de présentation, il est aussi l'auteur, le coordinateur d'un podcast qui s'appelle PopX sur le populisme, l'extrémisme, le complotisme. Donc si ça vous intéresse, PopX, c'est son podcast. François, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'abord pour l'invitation et merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette journée. Alors, je suis vraiment hyper content parce que, à croire que c'est fait exprès, mais il y a énormément de liens à faire avec la présentation d'avant. On peut étudier, donc moi déjà, je parle plutôt d'extrême droite au sens classique. C'est un terme que j'utilise de façon parapluie, c'est-à-dire on ne va pas entrer dans les débats profonds. Moi, j'utilise le terme extrême droite comme un terme parapluie. Dedans, on peut y mettre des composantes extrémistes et des composantes radicales. Dedans, on peut y mettre des composantes populistes ou non populistes. Alors, les partis politiques, on peut les étudier de différentes façons. On peut les étudier à travers leur électorat, à travers les personnes qui sont les membres de ces partis. On peut les étudier aussi à travers leurs résultats électoraux, leur action politique, leurs manifestations, leurs propositions de loi, leurs programmes, etc. Moi, je les étudie vraiment à travers ce qu'elles disent. Comme ça a été dit il y a un instant, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de démocratie dans les discours d'extrême droite. L'enjeu, ce n'était pas tant pour moi de dire est-ce que l'extrême droite est démocratique ou pas, c'est plutôt de se poser la question, ces partis mobilisent énormément le terme démocratie, qu'est-ce qu'ils nous apprennent de la société, quelle vision ils ont de la démocratie, et c'est exactement ce que je vous propose de faire aujourd'hui, non pas pour la démocratie, mais pour la question du genre et la question du féminisme. Je ne me pose pas tant la question de savoir est-ce qu'ils sont machistes ou féministes, ou égalitaires, ou inégalitaires, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils nous disent sur le féminisme, comment ils mobilisent cette notion, à quel moment ils mobilisent ces notions, et quelles sont les idéologies qui sont chargées, c'est-à-dire en fait, non pas de se poser la question, est-ce que le discours a changé? Oui, on parle beaucoup plus de féminisme aujourd'hui à l'extrême droite, mais si le discours change, s'il se colore de termes chargés positivement, est-ce que les idéologies derrière sont les mêmes? En fait, je fais une très longue introduction parce que je crois que j'ai oublié de mettre une conclusion, mais voilà. Donc,
Tout d'abord, donc, le point de départ en fait, de cette recherche, c'est vraiment de se concentrer sur ces partis politiques d'extrême droite qui peuvent être définis de différentes façons. Ces partis se définissent par leur nationalisme, leur inégalitarisme, leur radicalisme, leur appel à la sécurité, à la lutte contre l'immigration, mais également, comme ça a été dit, comme des partis qui sont essentiellement concentrés autour d'un individu, un leader fort, souvent machiste, souvent charismatique, viriliste parfois dans certains cas, et qui va exalter donc, cette notion de virilité, de force, d'appel un peu à des discours un peu violents, forts, musclés, etc. Et qui se concentre historiquement donc, sur des partis qui sont où les femmes sont très absentes d'un point de vue à la fois de l'électorat, mais des représentants et également des porte-paroles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, ces partis politiques ont évolué et se présentent, donc si on les écoute, si on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'ils votent ou pas, mais si on les écoute, si on écoute uniquement les discours, ce sont des partis qui se présentent aujourd'hui comme les promoteurs des droits des femmes, les promoteurs des droits des minorités LGBTQ+, contre l'islam et l'immigration. Alors, moi, mon travail se concentre en deux temps. Premièrement, l'idée, c'est, comme je vous disais, c'était d'interroger les discours. Et je reviendrai avec vous dans un instant, quand Marine Le Pen parle d'égalité homme-femme, du droit de porter une jupe, du droit des minorités, du droit des homosexuels, etc., à quel moment elle le fait? Pourquoi est-ce qu'elle nous en parle? Et comment est-ce qu'elle nous en parle? Ça, c'est les questions que je me pose. Et en fait, je vais venir avec quelques exemples pour illustrer ces façons dont elle a de s'exprimer sur l'égalité homme-femme ou le droit des minorités. Et dans un deuxième temps, et c'est intéressant parce que les remarques que je vais faire renvoient aussi à la première présentation, c'est outre les discours, ce qui pourrait être intéressant et que je n'ai pas encore fait, c'est d'aller rencontrer en fait, les membres de ces partis, les actrices de ces partis, pour leur poser la question de savoir quelle vision elles ont de l'égalité homme-femme, quelles actions elles font au sein de ces partis politiques. Donc, comme je vous le disais, le premier enjeu, c'est cette idée que les partis d'extrême droite se concentrent autour des notions d'inégalité, de nationalisme et de radicalisme. Il y a une utilisation actuelle de ces notions d'égalité homme-femme, de droits des minorités, des LGBTQ+, pour lutter contre l'islam et les immigrés. On se retrouve dans des discours qui présentent les immigrés comme des violeurs. Il faudrait protéger, et je mets vraiment entre guillemets, nos femmes et l'ordre social contre ces minorités étrangères, contre ces gens qui ne respecteraient pas les femmes ou les droits des femmes, qui ne respecteraient pas les droits des homosexuels, etc. Alors, la littérature parle de ce qu'on appelle un fémo-nationalisme, c'est-à-dire qu'on a un féminisme qui est lié avec un aspect identitaire très fort, un féminisme qui est lié avec une conception nationaliste très fort, et je vais essayer de vous souligner les tensions qui peuvent exister au sein des discours. Alors la méthode, à l'université, on nous impose toujours de faire une plus longue partie sur notre méthodologie plutôt que sur ce qu'on découvre. Je crois que je vais vous en passer, je vais passer cela et aller le plus vite possible. Comme ça a été dit, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui sont membres de ces partis politiques d'extrême droite et qui ont des rôles clés. Alors il y a certains qui ont été cités, moi je voudrais en citer d'autres, donc il y a bien sûr Marine Le Pen, et on va parler beaucoup d'elle dans un instant. Il y a aussi Alice Weidel en Allemagne, membre de l'AfD, Alternative für Deutschland, qui a été la chargée de com de ce parti, qui a été la chargée de campagne pendant plusieurs années. Et on a Susanne Ries-Passer aussi en Autriche avec le FPO, qui a été la première femme présidente fédérale et vice-chancelière d'Autriche, et qui a également tenté de transformer le discours de ce parti tout à fait spécifique. Alors, une petite précision tout de même, c'est que moi, quand je vais vous parler de genre ou de féminisme, je sais que les poils de certains vont s'hérisser, mais pour moi, c'est ce que j'appelle des mots vides, mais pas vides de sens. C'est-à-dire qu'on a tous une définition du féminisme, on a tous une définition du genre. Mon objectif n'est pas du tout d'en imposer une, mais plutôt de considérer comment ce terme est utilisé par certains acteurs, et ici par l'extrême droite, c'est ce qu'on appelle la notion de empty signifier, non pas essentialiser un terme, mais comprendre comment, qui l'utilise, à quel moment et devant qui. Alors j'ai collecté tout un tas de discours, ici je vous présente que le Rassemblement national, c'est un travail qui me passionne, mais vous avez peut-être trouvé ça un petit peu fou, donc je me suis amusé à collecter plus de 5148 discours du Rassemblement national, et en fait de voir quelles sont les notions qui ressortent de ces discours. Je vais me concentrer ici uniquement sur la question de genre, le lemme fémin, qui en fait renvoie à féminisme, féministe, etc., et la question de la notion de la femme également.
Pourquoi le Rassemblement national, c'est un parti, comme je disais, où on a, qui essaye de changer son discours et de présenter des femmes sur le devant de la scène. Alors, premier élément, la question du genre. La question du genre, c'est intéressant au sein du Rassemblement national, elle n'est pas tant mobilisée que ça. Donc, on ne parle pas énormément de genre au sein de la rhétorique du Rassemblement national, et on en parle dans un cadre unique, qui est la question de la théorie du genre. Donc, quand on parle du genre au sein du Rassemblement national, c'est uniquement à travers le prisme de la théorie du genre. Les liens qui sont faits avec cette théorie du genre, elle est considérée comme une idéologie woke. Pas besoin de rappeler en Belgique les débats qu'il peut y avoir sur la question du wokisme. En France aussi, il y a énormément de débats là-dessus. La théorie du genre, c'est considéré comme une idéologie d'extrême gauche, une idéologie qui vient du monde académique et qui est imposée à la société, qui est imposée aux individus et qui ne représente aucune réalité. C'est uniquement une abstraction théorique que les universitaires se sont amusés à construire et qu'on va imposer à la société. Le Rassemblement national est bien sûr très critique vis-à-vis de cette théorie du genre et considère que c'est une forme d'endoctrinement des enfants qui est enseignée à l'école, et c'est une façon sournoise, selon le Rassemblement national, de bannir les hommes des réunions, et ce sont des discours pseudo-émancipateurs de la femme. Finalement, c'est de beaux discours, mais il n'y a rien derrière. Voilà ce qu'on peut dire pour la théorie du genre selon le Rassemblement national. Maintenant, je vous propose de passer à la notion de féminisme. Féminisme, donc là, je vous ai présenté, donc il n'y a pas qu'un seul cadre, il y a différents cadres de compréhension du féminisme dans les discours du Rassemblement national. Le terme féminin peut renvoyer à une qualification apportée à une personne ou à un acteur politique. Ça peut renvoyer à un cadre qui renvoie plutôt à la notion de liberté, d'émancipation. La question du féminisme renvoie aussi au cadre voile, donc on mobilise énormément la question du féminisme pour son opposé, qui serait, selon le Rassemblement national, la question du voile, la question de l'écriture inclusive et des violences qui peuvent exister. Alors, ça, c'est d'un point de vue, on peut dire, quantitatif. Quels sont les différents cadres ? Peut-être que ça n'éveille pas grand-chose chez vous, mais ça permet d'avoir en fait un panel, les différentes photos qui peuvent exister du féminisme. Si je pose la question ici, comment vous définissez le féminisme ? Peut-être que chacun va avoir une définition spécifique. Moi, j'appelle ça un cadre, et j'essaie de voir quels sont les cadres qu'il peut avoir au sein des discours du Rassemblement national. D'un point de vue quantitatif, les voici. D'un point de vue qualitatif, voici quelques exemples pour illustrer donc ces différents cadres. Ce qui est intéressant, c'est que dans le discours du Rassemblement national, on fait vraiment une distinction en deux sortes de féminisme. Il y a le féminisme non institutionnalisé et le féminisme institutionnalisé. Le féminisme non institutionnalisé, selon le Rassemblement national, il est violent, il est vulgaire, violent au sens où ce sont des femmes agressives qui enlèvent leur t-shirt, qui ont des revendications pour féminiser la langue française, etc. Il est violent, il est agressif et il est inutile, selon le Rassemblement national. À quoi bon changer les noms des rues quand il y a des combats beaucoup plus importants à mener. Donc on se rend compte qu'à côté de ce féminisme non institutionnalisé, il y aura un féminisme institutionnalisé qui lui serait beaucoup plus calme, beaucoup plus respectueux, et je vous le donne en mille, incarné par Marine Le Pen. Donc il faudrait en fait accepter cette espèce de féminisme institutionnalisé qui serait un point de ralliement pour toutes les femmes en France et qui permettrait de lutter activement ou effectivement en faveur de l'égalité homme-femme en votant pour Marine Le Pen. Donc on se rend compte qu'on établit une dichotomie très claire entre la violence et la rue, et à l'inverse, Marine Le Pen qui serait un point de ralliement et qui joue énormément aussi sur certaines qualificatifs finalement très genrés de la femme, qui serait une personne attentionnée, aimante, rassembleuse, etc., qui pourrait finalement servir de point de ralliement et de vote pour les femmes. La question du féminisme revient aussi, comme je vous le disais, énormément par rapport à la question du voile. On rejette en fait l'immigration, on rejette l'islam et on rejette les musulmans parce qu'en portant le voile, ce serait une négation du féminisme et donc en fait, à l'inverse, la laïcité serait une forme de promotion de l'égalité homme-femme. Donc on trouve des discours très clivants, très dichotomiques, comme ça, d'un côté le féminisme non institutionnalisé, le féminisme institutionnalisé, le féminisme laïque et le féminisme et le non-féminisme qui serait l'islam. Alors, dernier élément que je voulais vous présenter aussi, c'est la question de la femme. Quand est-ce que le Rassemblement national parle des femmes, de l'égalité homme-femme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Et on se rend compte ici qu'il y a des logiques aussi très intéressantes, puisqu'en fait,
en général, une mobilisation sur 3 renvoie encore une fois à l'immigration. Donc le Rassemblement national parle bien sûr des femmes pour qualifier une personne, ou dans l'expression les hommes et les femmes, les Françaises et les Français. Sinon, ça renvoie aussi énormément à la question de la violence, de la discrimination et de l'islam. Ce sont des cadres spécifiques. Ce sont les femmes doivent se protéger dans certains quartiers quand elles prennent le bus, sous-entendu des quartiers à forte population immigrée. La femme n'est pas respectée dans certaines religions, sous-entendu à chaque fois l'islam, donc on se retrouve chaque fois avec de l'implicite comme ça qui existe, et la femme maintient tout de même, donc même si on a une vision comme ça qui est plutôt culturelle de la femme, qui est à dire en fait l'égalité homme-femme, c'est une valeur culturelle qu'on va utiliser pour lutter contre les étrangers et contre l'immigration, on retrouve des caractéristiques aussi essentiellement biologiques. La femme, c'est qui? La femme, c'est une personne qui va avoir des enfants, qui doit élever les enfants, qui doit s'occuper de la famille et qui doit être douce et gentille. Donc on a vraiment ce côté biologique qui revient quand on parle de nos femmes, mais on a un côté culturel qui revient pour parler des autres femmes ou de l'inculture islamique, comme ça a déjà été le cas. On a aussi la théorie du grand remplacement qui revient sous un certain angle tout à fait spécifique. Nos femmes doivent faire des enfants pour se protéger contre l'immigration et pour ne pas que la race blanche soit amenée à disparaître. Alors on ne parle plus au sein du discours du Rassemblement national de race blanche, mais on parle de culture occidentale ou de culture chrétienne ou de culture européenne. Ce sont des discours beaucoup plus connotés positivement et qui permettent d'éviter la législation contre l'incitation à la haine raciale. Alors, quelques exemples, encore une fois, de ces cadres qui peuvent illustrer en fait ce type de discours. Donc, le premier, c'est une citation de Marine Le Pen qui considère que derrière le multiculturalisme et le communautarisme, c'est la remise en cause de toutes les libertés, celles notamment conquises par les femmes. À quel prix? Notre pays vit une période folle qui voit les droits des femmes s'effacer de plus en plus vite. Derrière les victoires de l'intégrisme, je dis aux femmes françaises et à tous ceux qui les aiment pour ce qu'elles sont, qu'elles peuvent compter sur moi. Nous ne vous laisserons pas faire. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'on parle ici du droit des femmes, mais pas en tant que tel. On parle du droit de la femme avec son corollaire qui serait l'immigration, l'intégrisme, le communautarisme. C'est toujours très intéressant. Moi, je fais beaucoup d'analyses de discours, mais à un moment de comparer les propos et les actions, et on se rend compte que dans les discours du Rassemblement national, on ne parle pas de l'égalité homme-femme ou des droits des femmes en tant que tel. Il y a très peu de propositions de loi ou de projets qui émanent en ce sens du Rassemblement national. Il y a très peu de votes des membres du Rassemblement national pour ces propositions de loi au sein de l'Assemblée, mais on en parle essentiellement comme des arguments ou des outils rhétoriques pour lutter contre l'immigration et pour toujours mettre en perspective nos femmes, les étrangers, le communautarisme qui ne respecterait pas certains droits. Deuxième citation, là on est plutôt dans un aspect économique, on considère que les femmes sont les premières victimes des politiques en faveur de l'austérité, mais encore une fois, on ne va pas essayer de promouvoir l'égalité salariale homme-femme. Marine Le Pen est très critique par rapport à ces questions-là et se positionne de façon tout à fait spécifique au sein des débats parlementaires, mais on va utiliser en fait cette victimisation des femmes pour critiquer en fait les politiques publiques mises en place, pour critiquer les politiques publiques mises en place par le gouvernement français, pour critiquer les politiques d'austérité, etc. Donc on va vraiment utiliser en fait l'argument des femmes, du féminin et de l'inégalité pour critiquer un acteur, mais pas en tant que tel. Et alors le dernier exemple que j'ai utilisé ici, c'est vraiment cette question d'utilisation des femmes dans un aspect purement biologique, qui sont les femmes doivent faire des enfants, arrêtons de promouvoir l'immigration et des femmes. C'est déjà un exemple, moi je vous parle ici que du Rassemblement national, mais qu'on retrouve dans d'autres pays. Tout à l'heure je vous citais un exemple d'une politicienne du FPÖ en Autriche, un parti d'extrême droite autrichien. La logique était la même à l'époque, il y a quelques années, quand Heinz Christian Strache était le président. Il considérait que le problème du féminin et des femmes n'était pas au-dessus, mais en dessous. Il ne fallait pas plus de représentation des femmes, mais il fallait plus d'aide pour qu'elles élèvent leurs enfants. Et ce n'est pas en allant siéger au sein des parlements qu'on résoudrait le problème des femmes. Et donc c'est pour ça qu'il était contre la parité homme-femme sur les listes électorales, par exemple. Les femmes n'avaient pas plus de représentation. Leur problème, c'était élever leurs enfants.
Comme je vous disais dans le début, j'ai oublié de mettre une conclusion, finalement, parce qu'il n'y a pas de conclusion. C'est un sujet toujours ouvert sur lequel on peut toujours débattre. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment ce besoin, pour moi, que j'ai dans mes travaux, de non pas essentialiser des termes, féminin, masculin, machisme, féminisme, mais plutôt de se poser la question de savoir comment certaines personnalités en parlent. Peut-être que les discours changent, peut-être que les discours se colorent plus positivement. Au sein des partis d'extrême droite, on aime bien parler aujourd'hui de laïcité, on aime bien parler de démocratie, on aime bien parler de respect du bien-être animal, on aime bien parler d'écologie, on aime bien parler de féminisme. La question, c'est pas tant de se jeter des mots au visage et dire c'est moi le défenseur de l'égalité homme-femme et vous pas, mais c'est un peu de déconstruire les discours, de voir ce qu'il se cache derrière les discours. Et en fait, derrière ces discours d'extrême droite en faveur du féminisme, en faveur des égalités, des droits pour les minorités sexuelles, on se rend compte qu'il y a en fait un enjeu non pas égalitaire, mais un enjeu de discrimination et de rejet de certaines parties de la population, des immigrés, de l'islam et de la question de l'immigration. Et donc c'est non pas se jeter des mots au visage, mais avoir des vrais débats de valeurs sur comment est-ce que ces acteurs-là définissent le féminisme, comment est-ce que moi je peux le définir, et quel projet de société finalement je vais mettre en avant. Et alors si je vous ai mis, comme ça a été dit, l'eau à la bouche, comme je vous disais. L'idée, en fait, c'est, avec mon centre d'études, on essaye de proposer des outils pédagogiques en ligne pour aller un peu plus loin et pour creuser toutes ces notions. Et donc, on a monté un podcast qui s'appelle PopEx, donc qui est l'abréviation de populisme et extrémisme. On parle aussi un petit peu de complotisme. On est sur Facebook, mais ça, je me rends compte que moi, je suis déjà vieux parce que les jeunes ne vont plus du tout sur Facebook. Mais on est aussi sur YouTube et Spotify. Et on essaie de proposer des capsules audio qui permettent à chacun de s'outiller par rapport à ces types de discours, par rapport à toutes ces questions et qui chaque fois sous-tendent donc des enjeux citoyens et de vivre ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Notre troisième intervenant du jour est Romain Bismans, qui est doctorant, qui écrit sa thèse de doctorat à l'Université libre de Bruxelles. Il est aussi assistant ici sur le campus de Charleroi, le bachelier conjoint entre l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons. Et il travaille sur la droite radicale et les questions de genre et LGBTQIA+. Et spécifiquement, il a un intérêt en termes de cas d'études pour les pays d'Europe du Sud et de l'Est. Mais aujourd'hui, ça va être plus général. Merci, Romain. Merci beaucoup pour ton introduction, Audrey. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, dans le cadre de l'élaboration de cet événement, il m'a paru important aussi, lorsqu'il m'a été demandé de quoi présenter, de revenir aussi plus spécifiquement sur une thématique qui me tient à cœur dans ma revue de la littérature actuelle, dans le cadre de ma thèse, qui est du lien qui peut exister entre droite radicale et personnes et thématiques LGBTQIA+, à savoir que notre sens commun nous dirait pourquoi parler de lien entre droite radicale et personnes LGBTQIA+, étant donné qu'on pourrait partir du postulat que ces partis sont des partis homophobes défendant en général des positions pro-famille, hétéronormées, binaires, traditionnelles, comme ces partis l'entendent. Et dans les faits, en fait, aujourd'hui, surtout ces dernières décennies, la réalité s'est complexifiée, notamment dans les discours et dans les postures que ces différents partis adoptent par rapport aux personnes et aux thématiques LGBTQIA+. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais essayer de vous faire une brève revue de la littérature de ce qui a déjà été fait en termes de lien entre partis de droite radicale et personnes LGBTQIA+, dans la science politique. Donc, avant toute chose, donc comme je l'ai dit, cette relation est bien plus complexe qu'on pourrait le penser. Il est également important aussi il est très difficile de faire des généralisations quand on parle de ce lien-ci, sachant que le contexte, les pays et les partis influencent de manière assez profonde les liens qui peuvent exister entre partis de droite radicale et personnes LGBTQIA+. Mais je vais essayer de simplifier la chose à travers cette présentation. Et tout d'abord, il est important de revenir rapidement sur la rhétorique populiste de ces partis et de leur conception du monde. À savoir que les partis de droite radicale divisent le monde de manière binaire entre un nous, entre des personnes à défendre face à un eux, aux élites, aux menaces, que ce soit des menaces externes, souvent représentées, comme il a été dit précédemment, par l'immigration, par l'islam, par le multiculturalisme, et aussi des menaces internes, que ce soit les élites politiques, les minorités sexuelles, la société civile aussi.
Mais vous allez le voir que c'est bien plus complexe aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit précédemment, historiquement, ces partis défendent une conception assez hétéronormée et binaire de la famille, mais ces approches se sont complexifiées au fil du temps, et je vais vous l'illustrer à travers plusieurs exemples. Donc ces discours, ils se sont d'une certaine manière modernisés ou dédiabolisés. On a vu que l'homophobie qui était peut-être décomplexée s'est complexifiée, et aujourd'hui on a certains partis de droite radicale que vous pouvez voir par exemple ici à la droite de l'écran, je vais revenir là-dessus par la suite, qui abordent des discours où ils défendent, où ils entendent défendre les personnes non hétéronormées. Cette appropriation et cette apparition d'éléments discursifs abordant la défense de personnes LGBT, majoritairement lesbiennes, gays et bisexuelles dans les discours des partis de droite radicale, peut être conceptualisée autour de la notion d'homonationalisme qui a été conceptualisée par Puard et qui, un petit peu comme la notion de fémonationalisme présentée précédemment par François Debras, revient sur ce processus d'acceptation et d'inclusion de certains corps de personnes non hétéronormées au sein du corps national à défendre, donc au sein du nous, face aux menaces extérieures à la nation, à savoir donc, dans le cas des partis de droite radicale, l'islam, l'immigration et le multiculturalisme. Il est important aussi de souligner que ce soutien aux personnes homosexuelles a un caractère assez instrumental, et c'est pour ça aussi, petit disclaimer, je ne tends pas à travers cette présentation à dire que les discours des partis de droite radicale sont aujourd'hui des discours modernes et que ceux-ci défendent les personnes LGBTQIA+, et il est important de bien voir aussi les stratégies qui se cachent derrière ces éléments discursifs. Et donc, on a plusieurs partis qui, dès le début des années 2000 et surtout aux Pays-Bas, ont commencé à utiliser cette stratégie homonationaliste. On peut penser à l'exemple de la lijst Pim Fortuyn, qui n'existe plus aujourd'hui, le Partij voor de Vrijheid, qui est encore le parti de droite radicale aujourd'hui aux Pays-Bas, le Rassemblement national RN en France avec Marine Le Pen, qui utilise des stratégies homonationalistes, ou également le Vlaams Belang, et je vais revenir plus spécifiquement sur ce cas-ci dans deux petites slides. Donc, avec ces stratégies, avec la construction de ces discours tentant, prétendant défendre les personnes LGBT face à une menace que représenterait l'islam et l'immigration, on peut aussi se poser la question de comment est-ce que cela est, quelle est cette réception, et est-ce que ces discours influencent les attitudes des personnes LGBTQIA+, en termes de vote, ou, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. Quelle est donc l'implication sur les attitudes électorales des personnes LGBTQIA+, et plus largement, est-ce que cette dédiabolisation du discours par rapport aux personnes non hétéronormées attire de nouvelles franges, des nouveaux électeurs? Et il y a quelques travaux qui ont travaillé sur cette question-là, notamment une recherche de Lancaster en 2020 qui hypothétise l'existence d'un clivage sur les questions du genre et du sexe, où on aurait donc 3 classes de votants qui se déclineraient, à savoir tout d'abord les sexual modern nativistes, donc des personnes qui auraient des tendances tolérantes envers les personnes LGBTQIA+, et qui seraient aussi qui soutiendraient l'agenda nativiste des partis de droite radicale. À l'opposé de cela, les conservatifs nativistes qui seraient, eux, intolérants aux thématiques touchant les personnes LGBTQIA+, et une sorte d'entre-deux qui se situerait entre les deux. Et par rapport aux attitudes électorales des personnes LGBTQIA+, plus spécifiquement, Spearings, Luber et Zaslover, en 2017, ont effectué une recherche par rapport au vote homonationaliste. Est-ce qu'il existe des personnes ayant un vote homonationaliste? Ils l'ont effectué dans le cas de 10 pays différents. Et il est sorti que dans certains pays, on peut voir s'exprimer un vote aux tendances homonationalistes, comme en Suisse, en Suède, en Norvège ou en Autriche. Et inversement, et de manière assez surprenante, sachant que les Pays-Bas sont le pays où les partis homonationalistes
où on a vu des pays adoptant des stratégies homonationalistes au tout début en Europe. Aux Pays-Bas, on n'aperçoit pas réellement de vote homonationaliste et non plus dans le cas belge. Concernant de manière plus spécifique le Vlaams Belang, qui est un petit peu notre homonationalisme à la belge, alors historiquement, le parti du Vlaams Belang entretenait des postures proches d'une homophobie décomplexée et plus largement, en termes de thématiques du genre, s'opposait à beaucoup de thématiques considérées comme progressistes. Et au fil du temps, on a vu cette homophobie décomplexée être remplacée par des soutiens aux personnes lesbiennes, gays et bisexuelles. Je vais vous montrer quelques exemples sur la slide suivante. Donc, cette approche moderne concernant les thématiques du genre et de la sexualité s'est élargie au fil des programmes, au fil du temps. Et aujourd'hui, si on se tenait à ce que le Vlaams Belang communiquait par rapport aux personnes homosexuelles, on pourrait penser que ce parti est un réel soutien à la cause des personnes LGBT, enfin lesbiennes, gays et bisexuelles de manière plus spécifique. Mais si on creuse un petit peu plus loin, le soutien aux personnes homosexuelles est souvent mis en parallèle donc avec des discours anti-islam, avec des discours de discrimination, où donc ici on a une instrumentalisation de l'égalité pour les personnes LGB, jumelée à un agenda qui est anti-islam et discriminatoire. Cependant, il faut aussi modérer cet homonationalisme à travers un focus sur plusieurs déclarations qui ont été tenues dans le parti, encore récemment, des déclarations de certains membres du parti homophobes et transphobes. Et également, le parti continue à maintenir des ramifications avec des organisations qu'on pourrait considérer ouvertement homophobes, comme les tristement célèbres Skilde en Vrienden. Alors, ici, j'ai quelques exemples de discours homonationalistes assez explicites. C'est des extraits qui ont été pris sur le site internet du Vlaams Belang. Donc vous le voyez ici tout d'abord. Encore une fois, la violence anti-gay à Bruxelles, identifier et s'attaquer aux problèmes multiculturels. L'influence de l'intégrisme islamique s'accroît également rapidement dans notre société. Les femmes sont contraintes au port du foulard et à une position subalterne. Les apostats de l'islam et les homosexuels sont harcelés et intimidés. Et les principes fondamentaux de notre société laïque sont en permanence remis en question. Donc ici, on a vraiment, on le voit, l'inclusion des personnes homosexuelles comme étant dans le modèle des principes fondamentaux à défendre. Ici, plus bas, on a Sommers affirme se lever contre l'homophobie, mais c'est son parti qui importe l'homophobie de l'étranger. Donc Bart Sommers, qui est aujourd'hui actuellement ministre Open VLD et qui, à travers sa politique assez libérale et ses discours assez libéraux envers la politique migratoire, a vu certains élus du Vlaams Belang critiquer sa posture et également affirmer que celui-ci importerait l'homophobie à travers sa perception libérale de la migration. Et enfin, le Vlaams Belang soumet des propositions pour une approche plus décisive de l'homophobie. Quiconque est gay doit à nouveau se sentir en sécurité partout. Ici, on voit aussi le parallèle entre l'agenda sécuritaire et la défense des personnes LGBT, enfin homosexuels principalement. J'ai essayé de trouver des extraits citant explicitement la défense de personnes transsexuelles, queer, asexuées, mais je n'ai rien trouvé. Je vous invite également à faire l'exercice en allant parcourir leurs différents matériaux en ligne et vous arriverez aussi à décortiquer et retrouver ces différents éléments de discours proches de l'homonationalisme. Après, donc, on peut se poser la question, après ces exemples concernant l'homonationalisme, de est-ce que les partis de droite radicale peuvent être considérés aujourd'hui comme les défenseurs des termes et personnes LGBTQIA+. La réponse est difficilement oui et très proche du non. Donc tout d'abord, il faut revenir sur le soutien à géométrie variable que ces partis de droite radicale émettent envers les personnes LGBTQIA+, à savoir que celui-ci se concentre principalement sur les personnes homosexuelles et non envers les personnes trans, queer, intersexes, asexuées et autres. Il y a également une stratégie du silence qui est adoptée. On va avoir beaucoup de parallèles qui seront faits entre l'agenda nativiste et la défense des personnes LGB. Mais au-delà de ça, rien du tout. Faris appelle cette stratégie du silence
stratégie du silence, car celle-ci permettrait aux partis, comme ce fut le cas avec le RN et Marine Le Pen, d'un côté attirer les voix de nouvelles personnes homosexuelles, et de l'autre côté de maintenir les franges les plus radicales et intolérantes, les votants les moins tolérants vers les personnes LGBTQIA+, dans les votes octroyés aux partis. Aussi, les programmes électoraux de ces partis sont encore assez fournis de représentation de la famille traditionnelle comme étant dominante et comme étant le modèle à défendre. Aussi, les tendances libérales que je vous ai citées précédemment sont limitées à certains cas. Si on élargit la focale dans d'autres contextes, simplement en restant en Europe, que ce soit en Hongrie, en Pologne ou en Italie, comme cité en tout début de présentation, il est difficile de considérer ces partis comme étant devenus des défenseurs des personnes LGBTQIA+. Il y a également les backlash qu'on peut assister dans certaines sociétés en Hongrie ou en Pologne avec des zones anti-personnes LGBTQIA+, soutenues par le parti Pays Justice, ou encore le référendum tentant d'interdire la promotion de l'homosexualité en Hongrie. Et enfin, on a un des derniers éléments qui peut infirmer cette question de est-ce que les partis de droite radicale seraient les nouveaux défenseurs des thèmes et personnes LGBTQIA+, c'est la mobilisation d'un discours anti-genre. Les partis de droite radicale font partie de ce large éventail d'acteurs qui se mobilisent contre le genre à travers une série d'éléments discursifs sur lesquels je ne vais pas revenir maintenant, car mes collègues Caroline Close et Clémence Deswert vont aborder lors de la prochaine présentation. En conclusion, donc, il est nécessaire, quand on parle de lien entre personnes LGBTQIA+, et droite radicale, d'apporter de la nuance et de regarder vraiment les contextes, car ces liens diffèrent vraiment en fonction du parti, du pays, des acteurs qui sont impliqués dans cette relation. Il y a aussi donc ces dernières années, comme je l'ai dit, à travers les discours homonationalistes, une émergence de discours qui sont tolérants, mais qui sont perpétuellement jumelés à de la xénophobie, de l'islamophobie, le rejet du multiculturalisme et ainsi de suite. Et la conception traditionnelle de la famille est malgré tout toujours dominante. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et j'attendrai vos questions après. Pour la dernière présentation, vous avez droit à 2 présentatrices pour le prix de 1. Donc elles vont aborder le thème des mouvements anti-genre. On a d'abord Clémence Deswert, qui est doctorante au CEVIPOL, donc Centre d'études de la vie politique à l'ULB, et qui travaille sur les discours médiatiques, sur la présence et les discours sur les réseaux sociaux des hommes et des femmes politiques, ce qui n'est pas sans rappeler son background en journalisme, et qu'elle lie avec une étude du leadership politique, en particulier des femmes. Elle est aussi la coordinatrice du groupe de travail genre et politique de l'Association belge de sciences politiques avec moi. Et elle va présenter aujourd'hui avec Caroline Close, qui est professeure à l'ULB et aussi comment est-ce qu'on dit, directrice de Transfo, donc le centre de recherche de l'ULB ici à Charleroi. Elle travaille sur les partis politiques, sur la participation politique, sur l'opinion publique, le comportement électoral, et puis plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui, sur les questions de représentation. Bonjour à tous. Merci Audrey pour la présentation. C'est trop bien de voir à quel point les présentations se suivent et se font écho. Donc nous, effectivement, on est complètement... Notre présentation est dans la continuation de ce qui a été présenté juste avant. Alors on est un peu mal à l'aise, Clémence et moi, parce qu'en fait ce qu'on va vous présenter n'est pas directement lié à des recherches qu'on mène personnellement. Donc nos recherches à nous personnellement ne sont pas des recherches sur les mouvements anti-genre, mais avec nos backgrounds respectifs. Donc moi je suis experte des partis politiques, des familles de partis en Europe. J'ai travaillé en fait il y a quelques années aussi sur une recherche menée auprès des parlementaires européens et sur la manière dont ils se positionnaient sur certains textes
présentés au Parlement européen. Et dans ces textes, il était question de droits sexuels, de l'avortement, de la recherche sur les cellules souches, en fait tout un tas de recherches qui touchaient à l'éthique. Et déjà à ce moment-là, dans l'étude, on voyait à quel point les identités, non seulement de genre, mais les identités nationales et les idéologies des parlementaires européens influaient complètement sur les discours et sur la présentation qu'ils nous faisaient de ces enjeux-là. Donc, ce qui m'a amené aussi à travailler un peu sur le genre. Et puis Clémence, qui a vraiment une expertise, elle, sur le genre et même sur la notion même de genre. Et donc, toutes les deux, on s'est dit, il faut qu'aujourd'hui, il y ait une présentation sur les mouvements anti-genre. Donc, on a contacté des collègues qu'on trouvait experts sur la question, donc par exemple David Paternotte, que certains d'entre vous doivent connaître, mais qui ne pouvaient malheureusement pas se joindre à nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé tous leurs travaux, on a essayé de vous présenter une synthèse, et on va essayer aussi d'amener des éléments de réflexion, pas personnels, mais disons faire des liens avec ce que nous, on a constaté dans nos recherches sur le genre en politique et aussi sur les familles de partis. Et je vais laisser la parole à Clémence pour la première partie. Merci Caroline pour l'introduction. J'espère que ça ira. J'ai pas l'habitude de parler avec un micro comme ça, donc je vais essayer de bien le laisser en dessous de mon visage. Donc, en petite introduction, je vais peut-être vous commenter les 3 images qu'on a mis ici sur la slide d'intro. Donc, celle de gauche, c'est une image d'une pancarte à une manifestation de Demo für alle. Donc, Demo für alle, c'est en fait la version allemande de la manif pour tous. Et donc, sur la pancarte, il est mis stop à l'idéologie de genre. Et donc, vous allez voir qu'en fait, les mouvements anti-genre, ce sont des mouvements sociaux qui se mobilisent contre la supposée, ce qu'il appelle l'idéologie du genre. Au milieu, c'est un visuel de la manif pour tous, donc française, un visuel en perspective de manifestations qui avaient lieu en France en 2014. Et à droite, c'est l'entrée de ce qu'on appelle le World Congress of Families, donc le congrès mondial des familles, qui là a eu lieu en 2019 à Vérone. Et donc ce congrès des familles, en fait, c'est un événement international qui va réunir des organisations anti-genre du monde entier. Et donc c'est des organisations qui disent défendre les valeurs chrétiennes, la famille traditionnelle, et qui donc s'opposent par exemple à l'avortement et à l'homosexualité. Donc ça, c'était pour la petite intro. Est-ce que tu peux... Désolée, merci. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de mouvement anti-genre ? Donc, comme Caroline l'a rappelé, on se base sur les travaux notamment de David Paternotte et de son collègue Romain Cuart, qui ont publié un super bouquin qu'on vous recommande. Donc, d'abord en anglais et puis en français en 2020 sur les campagnes anti-genre en Europe. Donc, nous, on se limite bien dans la présentation au continent européen. Alors, quand est-ce que les mouvements anti-genre émergent en Europe ? C'est surtout à partir des années 2010. Alors, vous allez avoir des débuts de mouvements anti-genre avant les années 2010 dans certains pays européens. Par exemple, en Espagne, déjà en 2004, il y a une proposition de loi d'ouverture au mariage aux personnes de même sexe. Et donc là, on voit déjà des débuts de mouvements anti-genre. En Italie aussi, dès 2006. Mais c'est vraiment à partir de 2010 qu'on voit que dans plusieurs pays européens, ça émerge. Et l'année 2012, notamment, est assez charnière, parce que c'est là où on va avoir les débuts de la Manif pour tous en France. Et ce modèle en fait, de la Manif pour tous va émerger en fait, dans d'autres pays qui vont s'inspirer de la Manif pour tous. Alors, les mouvements anti-genre, il y a divers déclencheurs qui sont possibles en fonction des pays. Souvent, ça va être des propositions politiques. Donc typiquement, l'ouverture du mariage pour toutes et tous, c'est quelque chose qui déclenche des mouvements anti-genre. Ça a aussi été, par exemple, en Allemagne, l'idée, il y a certains Länder allemands qui ont voulu inclure dans les programmes d'éducation sexuelle des questions liées à la diversité sexuelle. Et donc là, ça a aussi déclenché des mouvements anti-genre. Généralement, c'est une proposition politique. Mais ça ne veut pas dire que des fonds ne se mobilisent pas de façon préventive. Et certains mouvements anti-genre, par exemple en Croatie ou en Slovaquie, se mobilisent, alors qu'il n'y a pas nécessairement de propositions sur la table, mais c'est parce qu'ils voient que dans des pays voisins, d'autres pays en Europe, il y a des avancées progressistes. Ils ont un peu peur de la contagion chez eux.
et donc ils commencent à se mobiliser avant que quoi que ce soit sur la table. Alors, donc, la question d'émergence, des déclencheurs. Sur quoi se mobilisent en fait les mouvements anti-genre? Ils se mobilisent sur ce qu'elles les personnes qui participent à ces mouvements appellent l'idéologie du genre, donc entre très gros guillemets, parfois la théorie du genre. C'est-à-dire, c'est pas un concept scientifique. Au contraire, en fait, comment émerge ce terme d'idéologie du genre? C'est dans les années 90, il y a des conférences internationales où l'ONU va reconnaître certains droits reproductifs aux femmes. Et donc là, l'Église catholique commence à paniquer. Ouh là là, les droits reproductifs, c'est la porte ouverte, c'est l'avortement, c'est la maternité non traditionnelle, c'est l'homosexualité. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que le Vatican va investir ce concept de genre, donc qui au départ est un concept scientifique, pour en faire quelque chose qu'ils vont transformer en plutôt une menace et qu'ils vont appeler idéologie du genre. Et donc ce discours va venir du Vatican et va, dans les années 90, et va progressivement arriver jusqu'au mouvement anti-genre à partir des années 2010. Alors qu'est-ce que ces mouvements mettent dans le terme idéologie du genre? En fait, c'est considéré comme une base idéologique à la source de tout un ensemble assez diversifié au final de réformes plutôt progressistes. Et donc Paternotte et Cuart, c'est très bien, ont classé en fait de façon très claire ces enjeux, ces réformes dans 5 types d'enjeux. Le premier, c'est les droits LGBTQIA+, et donc là, ça donne lieu aux formes les plus spectaculaires de mouvements anti-genre, type Manif pour tous. Donc c'est la question d'ouverture du mariage ou de l'union civile, mais c'est aussi tout ce qui est question d'adoption, de filiation. Un autre enjeu, ce sont les droits reproductifs, donc historiquement l'avortement, la contraception, aussi tout ce qui est technologie de reproduction, donc là par exemple la procréation médicalement assistée. Une autre catégorie d'enjeux contre lesquels les mouvements anti-genre se mobilisent en Europe, c'est tout ce qui est question d'éducation sexuelle et au genre. Et donc dans le genre, on reprend aussi l'éducation à la lutte contre les violences basées sur le genre. Aussi tout ce qui est question de gender mainstreaming, donc ce principe qui veut que avant d'adopter une politique publique, on réfléchit à ses conséquences sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, en Autriche et en Allemagne, on a des mouvements anti-genre qui se mobilisent spécifiquement contre ces questions, puisqu'en fait, ils considèrent que l'égalité est déjà acquise, et donc c'est pas très utile de faire du gender mainstreaming. Ça, c'est un troisième type d'enjeu. Quatrième type d'enjeu, les études de genre, qui sont souvent considérées par ces mouvements comme pas scientifiques, assez orientés idéologiquement et politiquement, et donc ils vont se mobiliser contre la création de départements, de programmes en études de genre, et donc c'est souvent considéré comme une dépense inutile d'argent public, en fait. Et ensuite, un dernier point, c'est que ces mouvements anti-genre font référence à la démocratie. Et donc ça, Caroline va y revenir plus amplement plus tard dans la présentation. Mais c'est l'idée que ces mouvements considèrent que l'idéologie, la dite idéologie du genre, la supposée idéologie du genre, est imposée par les élites internationales. Et donc en fait, c'est une forme de totalitarisme qui va à l'encontre de la volonté populaire et qui porterait atteinte à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté de culte, c'est-à-dire que dans ces mouvements, il y a l'idée qu'il y a une sorte de christianophobie et qu'on s'en prend à la religion catholique quand on adopte des politiques progressistes du point de vue du genre. Et un dernier point important, quand on parle de mouvement anti-genre, c'est que Paternotte et Cuart considèrent qu'il y a un mouvement transnational européen anti-genre. C'est-à-dire que même s'il y a des différences entre les pays, et donc on l'a vu par exemple en termes de déclencheurs, il y a aussi certains enjeux qui sont plus à revenir. Et il y a eu aussi quelques initiatives au niveau européen. Donc, par exemple, il y a Manif pour tous en 2014 organise une manif européenne. Et donc, en même temps, dans plusieurs villes européennes, il y a des petits rassemblements. Donc voilà, ça c'était vraiment sur c'est quoi les mouvements anti-genre. Alors, donc, je vous ai dit ce que c'était les mouvements anti-genre. Maintenant, quels sont leurs modes d'action? Il y en a plusieurs. Alors, les plus emblématiques, c'est les manifestations. Et donc on voit en haut à gauche, c'est la Manif pour tous en France. Et donc on retrouve le code couleur assez binaire, hein, rose et bleu. Vous avez aussi un côté un petit peu festif.
Donc ça, c'est clairement pour se départir de cette image de vieux cathos conservateurs. Nous, ici, non, on est super cool. En fait, c'est une fête, hein, la manif pour tous. Et donc, ça permet aussi de montrer qu'on veut attirer des plus jeunes générations. En dessous, vous avez une autre manifestation qui a lieu en Pologne. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on revient sur ce rapport à la démocratie. Donc, vous avez un drapeau LGBT+ barré. Et donc, on associe cette idéologie du genre ou idéologie LGBT à une forme de totalitarisme. Et donc, vous avez un signe nazi barré. Et aussi, dans les pays qui ont été communistes, on associe ça, l'idéologie du genre, à une forme de totalitarisme, mais aussi, du coup, à une forme de communisme. Et donc, c'est pour ça que vous voyez une faucille, un marteau barré. Donc ça, c'est assez intéressant dans les pays post-socialistes. Alors ça, c'est pour les manifestations. Un autre type de mode d'action, c'est des rassemblements plus petits qui, là, vont avoir lieu dans des lieux stratégiques. Donc, par exemple, la photo du milieu, c'est une veillée de prière qui a lieu devant un hôpital croate en 2016. Et donc, ça s'appelle les 40 jours pour la vie. Et donc, c'est des personnes qui se rassemblent pour prier pendant très longtemps, pour dissuader, en fait, les femmes d'aller avoir recours à l'avortement à l'hôpital. Et donc là, on voit qu'en fait, au niveau de l'ampleur des mobilisations, ça diffère entre les pays, mais ça diffère aussi en fonction des enjeux. C'est-à-dire que pour tout ce qui est droit reproductif, généralement, c'est des rassemblements qui sont plus petits, alors que pour tout ce qui est lutter contre les droits LGBTQIA+, là, on est sur des mobilisations qui sont plus massives. Donc, par exemple, les manifestations type Manif pour tous. Alors, parmi les autres modes d'action, il y a, par exemple, vous voyez la photo ici en bas, le monsieur avec l'écharpe jaune. C'est Ales Primk, qui est le leader du mouvement anti-genre slovène, qui a été à l'initiative du mouvement anti-genre slovène, qui a émergé en 2009 en Slovénie, et lui a décidé de créer un parti politique, ensuite en 2015, sur base de son mouvement. Donc créer des partis politiques, c'est un autre mode d'action. D'ailleurs, le lobbying politique aussi auprès des autorités, c'est un autre mode d'action. Vous avez aussi tout ce qui est Internet, donc faire circuler des pétitions, des fake news. Et là, par exemple, j'ai mis un exemple, c'est Citizen Go, qui est en fait une plateforme anti-genre européenne sur Internet qui est traduite dans 12 langues européennes. Donc voilà, des modes d'action assez diverses. Et alors, je vais finir, moi, merci beaucoup, avec qui sont les acteurs, en fait, et c'est là qu'on va pouvoir faire le lien avec l'extrême droite, parce que l'événement s'appelle Genre et extrême droite. 3 types d'acteurs, donc déjà des groupes qui étaient déjà établis avant en fait, que les mouvements anti-genre émergent en Europe, donc avant 2010, donc associations familiales, conservateurs, conservatrices religieux, les groupes anti-avortement, les mouvements nationalistes et d'extrême droite. Vous avez ensuite les organisations qui ont été créées spécifiquement pour lutter contre la dite idéologie du genre. Donc vous avez la Manif pour tous, très emblématique en France, mais vous voyez que vous avez d'autres versions dans d'autres pays. Ensuite, le troisième type d'acteurs, ce sont les alliés. Donc ça peut être les universitaires, certains médias qui vont parfois relayer des discours de mouvements anti-genre en Europe. Et puis vous avez les partis et personnalités politiques de droite et d'extrême droite. Et donc ça, c'est Caroline qui va parler du lien entre mouvement anti-genre et partis d'extrême droite et de droite conservatrice. Et donc ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la force de ces liens entre mouvement anti-genre et partis d'extrême droite va aussi varier d'un pays à l'autre. Donc par exemple en Allemagne et en Autriche, c'est très fort. Mais en France, là, c'est un petit peu plus ambigu. Et par exemple, la Manif pour tous ne s'est jamais associée explicitement à un parti politique. Et donc je vais laisser Caroline continuer pour les liens avec l'extrême droite. Alors les liens dont je vais parler, en fait, c'est plus en lien avec du coup la présentation de François. C'est plutôt des liens au niveau des discours et sous 2 aspects. Donc il y a à la fois le fait qu'on retrouve des thématiques ou des revendications similaires entre les associations et les organisations dont Clémence vient de parler et certains partis d'extrême droite. Et dans la galaxie des partis d'extrême droite, il y a différents types d'extrême droite, et François l'a un peu abordé sans trop entrer dans la discussion, mais il y a en fait, l'extrême droite, elle est multiple, elle a différents visages, et on parle de droite radicale, d'extrême droite, de droite populiste, et il y a aussi des liens entre les revendications de ces mouvements, de ces organisations,
en termes de contenu, avec des partis qui ne sont pas vraiment catégorisés à l'extrême droite, mais du côté de la droite conservatrice, enfin, des partis qui sont un peu ambigus, on ne sait pas trop où les positionner. Donc il y a plein d'exemples, c'était un peu difficile de vraiment se focaliser sur, de présenter l'entièreté des thématiques qu'on retrouve dans certaines organisations et puis chez certains partis. Mais pour faire le lien avec des exemples que donc Clémence a parlé, par exemple en Allemagne, il y a vraiment la question de l'éducation. Il y a eu cette polémique sur voilà, le projet d'inclure dans les programmes scolaires une partie d'éducation à la sexualité. C'est le cas aussi dans d'autres pays, hein. Ça ne concerne pas que l'Allemagne, mais en Allemagne, l'association Parents Inquiets, par exemple, a fait des manifestations qui s'opposaient à ce projet en disant que ça allait sexualiser précocement les enfants. Voilà, ils ont un peu monté l'histoire en disant que voilà, on allait agir dès la crèche, on allait apprendre aux enfants avec non-binaires. Enfin, voilà, ça c'est un peu... c'est le type de discours qui a été développé. Et en fait, cette organisation, elle a été soutenue par un petit parti d'extrême droite, donc le Parti national-démocrate, qui, avant que l'AfD fasse les scores qu'il faisait, c'était cette organisation-là qui occupait vraiment le spectre vraiment d'extrême droite en Allemagne. Donc, il n'a jamais fait énormément de scores, mais on voyait déjà ce parti qui soutenait cette association et qui reprenait dans son programme aussi cette lutte contre la soi-disant sexualisation précoce des enfants. Alors, on parle souvent de la Pologne et de la Hongrie, je pense que Romain l'a évoqué. Donc, c'est deux pays qui, au niveau européen, ont été pointés comme des pays qui ne respectaient pas les valeurs sur lesquelles l'Union européenne s'était mis d'accord. Et en Pologne, il y a un parti qui est au pouvoir maintenant depuis plusieurs années, qui est le parti Droit et Justice, et qui, lui, est quand même assez proche de cette mouvance, et qui, dans son programme et dans ses discours, présente l'idéologie du genre comme une menace à la famille et aux valeurs nationales. Et il y a un autre parti qui est encore un peu plus à droite, qui est le Mouvement National, qui joue extrêmement fort cette carte-là. En Italie, donc tout à l'heure Clémence a parlé du World Congress of Family, donc qui a eu lieu à Vérone, et on a pu retrouver en 2018 dans les programmes électoraux de la Ligue, de la Lega, vraiment des éléments qui venaient en fait de la déclaration de Vérone. Donc il y a un lien assez fort entre les revendications de ces mouvements et les programmes des partis, voire même aussi une fois qu'ils sont au pouvoir, puisque vous le savez, de plus en plus des partis d'extrême droite accèdent au gouvernement en Europe et notamment en Italie. Et une fois au pouvoir, parce que c'était aussi un peu l'angle mort de la présentation qu'on avait préparée, en fait, une fois qu'ils sont au programme, il y a tout un tas de politiques publiques qui peuvent être développées et qui vont quelque part répondre à ces revendications. Donc, par exemple, interdire... donc, l'Italie avait introduit cette notion de parent 1, parent 2 au niveau administratif. On va revenir dessus et dire c'est interdit de faire ça, c'est un papa, une maman, il n'y a pas de parent 1, parent 2. Donc, c'est ce type de mesures qui peuvent être mises en place. Et de manière générale, là où l'extrême droite ou les partis très conservateurs comme le PiS sont au pouvoir, on va agir beaucoup sur les politiques familiales, encourager les femmes à rester longtemps dans les foyers. On l'a dit tout à l'heure aussi, encourager les familles à faire beaucoup d'enfants. Et donc c'est en lien avec ce que François avait mis en avant dans les discours. Mais en termes de politique publique, on voit clairement des évolutions. Une fois que ces partis sont au pouvoir, et ce qui est bien pour leurs électeurs, ils mettent en place des programmes politiques qui vont dans ce sens-là. Je vais passer au deuxième slide. Alors, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'était, au-delà de la thématique, c'était de voir comment, et ça rejoint encore une fois la présentation de François, mais on essaie de faire un portrait un peu plus général et sans se focaliser sur un parti. C'est dans le discours, quels sont les types d'émotions qui sont mobilisées, comment est-ce qu'on construit la mobilisation contre cette prétendue idéologie du genre. Et la menace, la peur, c'est vraiment une émotion qui est fortement présente, qui est très construite. Donc l'idéologie du genre, si elle existe en tout cas, est une menace et ça menace plein de choses. Ça menace la famille,
Ça menace les enfants, ça c'est vraiment très présent. Voilà, il faut protéger les enfants. L'idéologie du genre va les déstabiliser, va enclencher des troubles au niveau de leur développement. Voilà, ils vont être perdus, ils vont plus avoir les repères. Or, voilà, quand on grandit, il faut pouvoir s'identifier, voilà, se sentir fille, se sentir garçon et être capable de faire la distinction. Donc l'idéologie du genre, c'est une menace au développement psychologique des enfants. L'idéologie du genre, c'est une menace à l'ordre naturel du monde. Voilà, les femmes, les hommes sont biologiquement programmés. Et donc l'idéologie du genre, en fait, va menacer cet équilibre naturel. Donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qui est menacé? Il y a plein de choses qui sont menacées. Et puis, d'où vient la menace? Là, on va peut-être répéter des choses qui ont été dites dans d'autres présentations, mais la menace, c'est l'autre. C'est l'autre qui n'est pas hétéronormé. La menace aussi, on en reviendra plus tard, mais je vais aborder ça dans un autre slide, hein, mais la menace, elle vient de l'extérieur du pays, souvent aussi. J'aborderai ça tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, dans les discours, en fait, ce qui pouvait être pensé comme des victimes, donc les personnes victimes de discrimination, donc LGBT, QIA+, ou les femmes, en fait, ces victimes-là deviennent les agresseurs. Hein, c'est les féministes, je ne sais plus comment on a dit ça, les féministes enragées, voilà, ça devient, c'est elles la menace, ce sont elles qui agressent en fait la majorité des gens, tout comme les militants de la cause LGBTQIA+, sont des agitateurs qui menacent l'ordre social et qui vont faire peur en fait, ils font faire peur aux gens parce qu'ils vont trop loin, parce qu'ils sont agressifs, parce qu'ils sont partout, parce que voilà, cette idéologie serait omniprésente et viendrait complètement bouleverser les codes sociaux, la société, son ordre naturel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est présent très fort dans les discours. En lien aussi avec des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure sur les hommes et les femmes, et je pense que c'est la présentation de Hilde tout à l'heure qui parlait du fait que les hommes avaient peut-être plus tendance à voter pour ces partis parce qu'ils étaient plus victimes de la mondialisation économique, ou plus directement parce qu'ils travaillent dans des secteurs où ils sont peut-être concurrencés davantage à cause de la globalisation économique. Et donc là, en fait, les discours anti-genre et les mobilisations anti-genre, elles viennent se greffer à ça en disant que déjà les hommes sont fragilisés, les hommes travailleurs sont fragilisés dans un monde global, mais en plus, ce mouvement international, soi-disant, ces mouvements de la théorie du genre seraient là pour fragiliser les masculinités. Et ce n'est pas seulement les hommes qui sont menacés, mais dans les recherches qui ont travaillé sur les militants de ces mouvements, on montre que c'est même les femmes qui viennent dire mais pour moi, un homme, c'est un homme viril, un homme qui domine, un homme puissant, et je veux que mon homme me frappe parce que c'est un signe de virilité, c'est comme ça que j'aime les hommes, et moi, je veux que les femmes, en tant que femme, je pense que la femme doit être là pour plaire, pour être sexy, donc c'est même plus les questions de est-ce que les femmes sont au foyer et les hommes dans l'espace public, c'est vraiment une revendication d'avoir des masculinités et des féminités très affirmées. Et l'idéologie du genre, elle viendrait fragiliser ça. Okay, donc déjà dans un contexte de globalisation et de déclassement socio-économique. Et lié à ça aussi, dans un monde en changement, quelque part la réalité biologique et être certain qu'une femme est une femme, un homme est un homme et qu'on fait des enfants entre une femme et un homme, c'est une espèce de refuge aussi. Ça, on ne pourra pas changer, la globalisation ne peut pas le changer, donc c'est comme un refuge. Et donc il y a des auteurs qui ont parlé de panique morale, on s'est dit qu'on peut créer une panique morale. Donc l'idéologie du genre menacerait tout ce dont je viens de parler. Je vais passer à la slide suivante qui va faire écho encore une fois à des éléments qui ont déjà été dits. Donc le lien entre l'idéologie, les mouvements anti-genre et le populisme, le nationalisme, mais aussi l'anti-intellectualisme. Donc il y a vraiment un lien avec le populisme dans le sens où ceux qui sont responsables et qui porteraient cette idéologie du genre, ce sont des élites. Alors après, c'est marrant parce que parfois c'est les élites économiques, les élites politiques, les élites intellectuelles, mais peu importe, ce sont de toute façon des élites corrompues qui
vont à l'encontre de la volonté du peuple. Donc, c'est une minorité agissante qui va à l'encontre de la majorité et qui empêche la liberté d'expression. Donc c'est cette minorité qui... c'est un peu le « on ne peut plus rien dire ». Donc les mouvements, soi-disant, l'idéologie du genre, soi-disant, empêcherait les gens de s'exprimer et de dire « ah, sale pédé », voilà. On ne peut plus dire ça. Donc ce serait une forme de totalitarisme qui empêcherait la liberté d'expression. C'est vraiment très fortement lié au nationalisme. Encore une fois, populisme et nationalisme se recoupent, dans le sens où souvent les élites corrompues qui mettraient en avant cette idéologie et qui obligeraient le bon peuple à suivre ces recommandations, donc par exemple inclure des cours d'éducation sexuelle dans les écoles, ce sont des élites internationales, européenne particulièrement dans certains cas. Donc, par exemple, en Pologne ou en Hongrie, c'est l'Europe qui est responsable. Ce n'est pas tellement les Américains. Et c'est rigolo parce que c'est très fortement lié à l'histoire du pays et à la position des partis politiques par rapport aux États-Unis ou à la Russie éventuellement. Donc, par exemple, en Pologne, le PiS est assez russophobe mais adore les États-Unis. Donc, à choisir, l'OTAN c'est super, mais l'UE, on ne veut pas. Donc, les élites corrompues qui sont responsables de cette idéologie du genre, dans le cas polonais, ce sont les élites européennes. Alors que dans d'autres contextes, peut-être plus en Europe occidentale, voilà, c'est un concept qui vient des États-Unis. C'est une américanisation de la pensée. Le genre, ça vient des États-Unis, comme le wokisme, on verra plus tard. Ça, c'est un concept américain. Et donc, en fonction de qui sont les acteurs et du contexte national et de leur idéologie par ailleurs par rapport à l'Europe, ce n'est pas les mêmes élites qui sont responsables de cette idéologie du genre. Donc c'est assez marrant. Et quand ils se rencontrent au niveau européen, je voudrais bien savoir, est-ce qu'ils se mettent d'accord sur qui sont les élites corrompues. Ça m'intéresserait de voir ça. Et quelque chose qui me touche, mais je pense qu'il touche mes collègues aussi, c'est une forme d'anti-intellectualisme. Ça a déjà été évoqué. Donc les chercheurs qui travaillent sur le genre, ou les chercheuses, de toute façon, sont des malhonnêtes et des militants, et ils et elles, ou yel, vont à l'encontre du bon sens populaire aussi. Et c'est des gens qui produisent des théories qui ne servent à rien, qui ne sont pas utiles à la vie des gens, et elles veulent imposer un mode de pensée qui n'est juste pas normal, pas naturel et pas sensé. Et donc là, en dessous, on a remis une citation, mais qui vient de l'ouvrage de David Paternotte et de son collègue, du vice-premier ministre hongrois. Donc il n'est pas membre du Fidesz, mais du Parti populaire démocrate chrétien. Ça revient presque au même, pour ceux qui connaissent le Fidesz. Le Fidesz est au pouvoir en coalition avec ce Parti populaire chrétien-démocrate. Et cette citation, elle est très exemplaire, entre guillemets, du lien entre euroscepticisme et mouvement anti-genre, puisqu'il nous dit « L'idéologie du genre dispose d'un soutien féroce de Bruxelles », donc Bruxelles, entre guillemets, l'Union européenne. Des groupes d'intérêt petits mais bruyants veulent, à mon avis, imposer mondialement une vision du monde déviante. Donc là, on a l'idée que c'est une minorité agissante qui impose une vision du monde à tout le monde, en fait, à la majorité, mais en plus que c'est une vision du monde déviante, quoi. Ce sont des déviants, et là, on tombe presque dans la pathologisation en fait, des personnes qui ont des propositions progressistes, dont les institutions européennes. On peut avancer. Oups. Et alors on s'est posé la question, c'est bien, on a fait un tour d'Europe, mais quid en Belgique? Et les auteurs qui ont travaillé sur la question avancent plusieurs types d'explications. Donc la pilarisation, donc le fait que comme l'Église catholique a quelque part été reconnue, en tout cas les mouvements catholiques ont été reconnus et institutionnalisés dans le paysage politique belge, en fait, ils ne jouent pas trop le rôle de contre-pouvoir ou d'agitateur dans la société civile, vu qu'ils font partie des institutions. Ça, c'est une explication, mais il y a aussi l'autre qui est la dépilarisation, peut-être plus la sécularisation de la société en Belgique. L'Église catholique perd du terrain, donc ce n'est pas vraiment un mouvement qui est massif en Belgique. Deuxième explication, ce serait la division au sein du clergé belge, et on a vu sur les grands dossiers éthiques, que ce soit la question de l'avortement, sur l'euthanasie, sur le mariage pour les personnes de même sexe.
en fonction de qui était à la tête de l'Église catholique, ce n'était pas toujours les mêmes positions. Enfin, il n'y a pas une position unanime, une volonté féroce de s'opposer à ces réformes. Et les réformes sont passées en Belgique assez, on va dire facilement. Je ne veux pas dire facilement parce qu'historiquement, ça n'a pas du tout été facile. Mais en tout cas, si on prend le mariage pour les personnes de même sexe, la Belgique était le deuxième pays au monde à l'autoriser en 2003. Et ça n'a pas été l'occasion de mouvements massifs contre cette loi. Alors moi, j'ajouterais quand même une quatrième explication, j'en parlerai à mes collègues, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau européen et les partis politiques en Belgique et les élites en Belgique, ou même la société civile, il n'y a pas de mouvement eurosceptique fort en Belgique. Et donc même au niveau européen, les interactions que les partis ont, historiquement, n'ont pas été très forts des interactions avec des partis eurosceptiques, ou en tout cas, il n'y a pas en Belgique cette possibilité d'articuler mouvement anti-genre et euroscepticisme. Et donc, ce qui empêche en fait un mouvement massif de se développer, il me semble. Alors, on n'a pas pu s'empêcher de faire un lien avec le wokisme, parce que l'actualité faisant... voilà, on s'est intéressé, on s'est demandé, tiens, est-ce que dans la rhétorique des partis, des élus, des présidents de partis qui éveillent les consciences face à la menace wokiste, est-ce qu'on pouvait retrouver le même genre de rhétorique et en fait, oui. Donc là, une citation de Bart de Wever qui nous dit le wokisme est parti d'une volonté de non-discrimination, mais a depuis réalisé le contraire. Le wokisme renvoie à l'homme occidental le miroir de sa propre méchanceté. Nous sommes moralement obligés d'avoir honte. La société ne se compose alors que de victimes et d'auteurs, ces derniers étant exhortés à revêtir le linceul de la pénitence et à ne pas être libres de leurs paroles et de leurs pensées. Dans le monde universitaire en particulier, le wokisme est très intense et la liberté est menacée. Vous pourrez faire l'exercice, tiens, quels éléments dont on vient de parler se retrouvent dans cette citation. Il y en a plusieurs. Il y a la panique morale, il y a la menace, donc il y a vraiment une menace qui pèse. Et là, c'est marrant, parce qu'il y a aussi la honte qui est mobilisée. Ce serait intéressant de faire un travail un peu plus sur comment la honte est mobilisée. Et donc, ici, on nous oblige d'avoir honte, alors qu'on ne devrait pas avoir honte d'être des hommes ou des personnes qui ne sont pas sensibles à ces formes de discrimination. Alors, la logique de victime et d'auteur aussi, ici, est mobilisée. Donc, là, c'est Bart de Wever qui veut nous faire croire que le wokisme existe et que les wokistes, en fait, ne lisent la société qu'en termes de victimes et d'auteurs. Mais donc, on n'est pas loin de dire que, en fait, les vraies victimes, c'est ceux qu'on traite de méchants. Hein, et les auteurs, ce sont ceux qui nous traitent de méchants, concrètement. Alors, il y en a d'autres, et encore une fois, moi, je suis assez sensible, c'est l'attaque contre le monde universitaire. Donc, voilà, nous sommes des malhonnêtes intellectuels. Et il n'y a plus de liberté de penser dans le monde académique, d'après cette citation. Et on va passer à je pense que c'est presque la dernière, parce qu'on aime bien Georges-Louis Boucher, et voilà, on ne pouvait pas s'empêcher d'en parler. Mais donc, il y a eu le rapport du Centre Jean Gaulle qui a fait... ça n'a pas fait beaucoup de débats, mais comme maintenant on a des réseaux sociaux et comme tout est viral, il y a eu... plein de réactions à la publication de ce rapport, notamment de collègues des universités, à l'ULB, mais ailleurs aussi. Et donc, premier passage, le Centre Jean Gaulle parle de totalitarisme soft, en parlant du wokisme, du prétendu wokisme. Aucune contradiction n'est acceptée, ni même tolérée. C'est révélateur de la logique totalitaire de ce mouvement. Donc, vous remplacez wokisme par idéologie du genre. C'est un peu la même logique discursive, on va dire. Donc voilà, le wokisme, comme l'idéologie du genre, c'est une pensée totalitaire et c'est une pensée qui menace la liberté d'expression. Donc, ce que Clémence disait par rapport au lien avec la démocratie. Alors, l'importation d'une grille de lecture américaine, donc en Belgique, ce n'est pas l'Europe les responsables, ce sont les États-Unis. Le wokisme, c'est l'illustration d'une américanisation, donc l'idéologie du genre serait l'illustration d'une américanisation. Encore une fois, les universités sont les premières victimes. C'est marrant parce qu'ici, on n'est plus les coupables, on est les victimes. Okay, donc les universités sont les victimes, elles sont obligées de se conformer à ce prêt-à-penser qui pousse à l'absurde
ayant remplacé la réflexivité et l'objectivité par le militantisme permanent. Donc c'est assez subtil, parce que ce n'est pas les universités qui sont responsables, c'est les universités sont les victimes. Donc on ne sait plus trop là, attention, est-ce qu'il veut nous protéger ou pas, ou il accuse les universités d'être le lit du wokisme. Donc voilà, vous voyez l'exercice, vous remplacez wokisme par idéologie du genre, ça fonctionne assez bien. Et puis voilà, il y a d'autres thématiques comme les critiques sur les masters en études de genre. Et puis dans ce rapport aussi, et ça je pense que ce sera important pour les ateliers, il y a des passages sur voilà, peut-être que les luttes LGBTQIA+, en fait, sont des luttes qui peuvent empiéter sur le mouvement féministe. Donc, par exemple, cette problématique de l'inclusion, de l'intégration des personnes trans dans le sport. Donc, c'est mobilisé ici en disant, mais regardez, aux États-Unis, voilà, il y a toute cette polémique. Si on inclut les trans dans le sport, ça va empêcher les femmes de faire des bonnes performances. Et voilà, c'est facile. Il n'y a qu'à prendre un homme qui va se transformer en femme et cette personne, elle va faire des bons scores en natation, par exemple. Donc les femmes vont être les victimes, en fait, de ce wokisme et on vous remplacer idéologie du genre, ça fonctionne aussi. Je crois qu'on a fini, il restait juste un dernier slide, mais c'est plus en termes d'illustration, vous pouvez changer. En fait, en tant que politiste, on s'intéresse aux élections, et donc l'année prochaine on a des élections, on essaie de voir, et notamment Henri, qui est ici aussi intéressé par la question, de à quel point est-ce que finalement le genre et la pseudo-idéologie du genre va être mobilisée ou pas par les acteurs politiques pour la prochaine élection. Et on a l'impression qu'avec le wokisme, on commence un petit peu à venir sur ces thématiques sociétales. Et donc, il y a plein de faits d'actualité comme ça, on peut se dire, mais en fait, les acteurs politiques ne sont pas à l'aise sur les questions. Et il y en a une, par exemple, c'est celle-ci, donc c'est Benoît Serex à Woluwe-Saint-Pierre. Bref, c'est tout un truc de, tiens, on va mettre un passage pour piétons couleur arc-en-ciel pour montrer le soutien de la commune à la cause LGBTQIA+. Et cette proposition a été rejetée par le conseil communal, et donc Benoît Serex se justifie dans une interview. Et alors la justification, c'est de dire, faire ça, ça veut dire exclure les personnes qui ne sont pas d'accord avec ces revendications de l'espace public. Et donc, quelque part, c'est aussi renverser la logique, c'est-à-dire qu'on fait ça pour montrer que la commune est inclusive. Enfin, l'idée de base, c'est de dire, ben voilà, on va mettre un passage pour piétons arc-en-ciel pour montrer que la commune elle est engagée, elle est inclusive, elle lutte contre les discriminations. Mais le bourgmestre de la commune va dire, mais non, mais faire ça, c'est discriminer les personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait de rendre les villes inclusives. Et donc là, on se dit, mais ok, ça ne doit pas être facile d'être homme et femme politique aujourd'hui, pour pouvoir se positionner dans ce débat-là. On trouvait ça intéressant. Et puis l'autre, c'est Bardo Wever, qui, dans cette citation, revient à une essentialisation très forte des femmes et des hommes qui ne seraient pas biologiquement programmés pour nourrir et du coup ne nourriraient pas les mêmes ambitions, notamment ambitions politiques. Voilà, c'était très long, mais c'est pas grave. On était deux, donc on a le droit d'être plus long. Merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, merci à tous nos intervenants. Alors pour commencer, je vais commencer par un petit résumé, un peu problématisant. Donc l'idée est de reprendre un peu comme on vient d'écouter quand même 4-5 conférences. L'idée c'est de faire un peu le point, de reprendre un peu tout ça et de lancer un peu les questions. Donc les questions vis-à-vis des intervenants et également vis-à-vis de la salle. Alors moi il me semble que les différentes interventions se rejoignent assez quand même sur certains points, à savoir que les partis d'extrême droite par rapport à la question du féminisme et plus généralement par rapport à la question du genre ou des genres ont souvent une position qui pourrait être qualifiée de rhétorique. Une position qui fluctue au gré des circonstances, qui parfois est contradictoire ou à géométrie variable. Alors,
Du coup, la position des partis extrémistes peut varier d'un pays à l'autre, d'un groupuscule à l'autre, suivant l'ennemi que ces partis entendent contrer. Donc, parfois, c'est tantôt à l'étranger que ces partis s'opposent, tantôt à l'élite, tantôt à ceux qui voudraient déstabiliser l'ordre des familles. Donc, on a quelque chose d'assez complexe, et je pense que vous avez bien montré le côté assez nébuleux parfois de la position de ces différents partis. Or, on aurait pu croire a priori que l'extrême droite, par son côté conservateur, se montre hostile aux progrès sociaux et à une question de genre pluriel. C'était le cas et c'est encore parfois le cas, mais pour se donner une apparence de modération dans un contexte de fermeture aux étrangers, il n'est pas rare, comme on l'a vu, que les partis stratégiquement se montrent ouverts afin de mieux marquer une forme d'hostilité à des étrangers dont la culture est moins encline à l'égalité des sexes et à une pluralité des genres. On parle alors, et là il y a deux concepts qui ont retenu mon attention, de fémino-nationalisme et d'homonationalisme. Or, il est intéressant de s'arrêter sur ces concepts. Il signifie que l'on peut se montrer progressiste en ce qui concerne la question du genre, du moins en apparence dans les discours, tout en défendant une politique de repli identitaire sur une nation. Comme on l'a souligné, ces discours fémino-nationalistes ont des thématiques spécifiques, la question du voile, l'émancipation, les violences dont la femme fait l'objet. Leur point de départ en général est moins la honte de dévaloriser les femmes que la peur de voir d'autres cultures s'imposer. Il y a ainsi quelque chose de rhétorique. Du coup, on peut se demander si ce type de discours est uniquement lié à des manœuvres électoralistes des politiques. Et du coup, la question que je me posais par rapport à ça, mais j'y reviendrai dans les conclusions de mon résumé, c'est est-ce que ce type de discours porté par les politiques se répercute aussi au sein de la population, est-il relayé par des artistes, des influenceurs, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une propagation de ce genre de discours au sein de la population ou pas? Alors, avec le fémino-nationalisme, donc ce terme utilisé pour décrire la manœuvre des extrémistes, des partis extrémistes, on a à la fois une apparence de féminisme et un fond de nationalisme. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a une convergence des luttes. La lutte contre l'étranger, une forme de xénophobie qui prend régulièrement la forme de l'islamophobie dans nos sociétés, se lie à une lutte pour l'émancipation de la femme. L'idée de convergence des luttes que l'on retrouve dans des contextes plus positifs n'est-elle dès lors pas dangereuse? Le fémino-nationalisme, d'une certaine façon, s'oppose à des formes plus traditionnelles de féminisme. Comme le souligne notamment François Debras dans son exposé, la lutte en faveur des femmes dans le cadre du Rassemblement national ne passe pas par des quotas ou par la question de l'écriture inclusive, mais par la dénonciation de l'immigration et des violences faites aux femmes, par la dénonciation de l'islam. Donc ce serait une question aussi que je pense qu'il est intéressant de se poser, cette question de cette convergence des luttes ou de l'amalgame entre différentes thématiques. Est-ce que pour finir, il n'y a pas un danger là-dedans et comment se positionner par rapport à ça? Alors en dehors de la question du discours, il y a aussi la question de la représentation. Si de façon générale les partis d'extrême droite restent marqués par une forte prégnance des hommes, des partis comme le Rassemblement national en France et d'autres partis, on a parlé de la Norvège, du Danemark, etc., ont mis certaines femmes aux commandes du parti. Mais au-delà du biologique, quel genre est mis en avant à travers ces femmes? La fermeté, l'intransigeance d'une Marine Le Pen est-elle si différente de la façon dont ces valeurs sont portées par des hommes? La féminisation des partis d'extrême droite est-elle une ouverture à une pluralité des genres, ou bien juste l'assimilation de certaines femmes au genre dominant? En bref, derrière le changement dans la représentation, le concept d'identité a-t-il évolué? Est-il vraiment devenu pluriel? Donc là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une ambiguïté dans cette question de la représentation? Donc on a l'impression d'avoir un progrès au niveau de la représentation, mais est-ce que, d'une certaine façon, les femmes qui sont plus représentées maintenant dans ces partis d'extrême droite, est-ce qu'elles ne jouent pas le jeu du genre dominant?
Or, si la rhétorique populiste des partis de droite fonctionne de manière binaire, l'ouverture à l'égalité des femmes et aux questions de genre signifie simplement que le front se déplace pour éviter qu'un combat louable comme le féminisme ou les luttes en vue d'une identité plurielle ne servent à maquiller de nouvelles lignes de front. Ne faudrait-il pas revenir aux fondamentaux, à savoir qu'on n'a pas des identités figées qui ont à se fondre dans un tout homogène, mais des identités singulières qui ont à se construire ensemble. Du coup, ne faudrait-il pas substituer au discours fondé sur des identités un discours se fondant sur des identifications multiples? Or, dans la mesure où ces identifications se construisent dans le dialogue, ne faudrait-il pas dialoguer aussi avec les partis extrémistes? Donc il y a toute cette question dont on parle plus généralement du cordon sanitaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, par rapport à ces questions de fémino-nationalisme, d'homonationalisme, aussi se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'enclencher un dialogue pour essayer de déconstruire ces positions avec ces différents partis? Je pense qu'au niveau du temps, il est plus ou moins temps de faire la pause café. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à discuter tous ensemble, mais de façon plus informelle, autour d'un café. Alors, juste après la pause café, quand même, au niveau de l'organisation, il y a encore 2 ateliers. Donc, il y aura un atelier en haut et un atelier en bas. Je vous souhaite une bonne pause café et je remercie encore tous les intervenants et toutes les personnes pour la discussion. Merci à vous.